Vous écoutez l'épisode 005 du podcast Coureur.io avec mon invité Jacques Aubin. Mon nom est Francis et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai la chance de recevoir des coureurs de tous les niveaux pour qu'ils nous partagent leur expérience, différents spécialistes de la course à pied ainsi que des gens de l'industrie de la course à pied au Québec. Bonjour tout le monde, premièrement je vous remercie d'être ici aujourd'hui pour l'écoute de l'épisode 005 du podcast Coureur.io. Ça me fait vraiment plaisir, je reçois beaucoup de commentaires, de suggestions, vous en parlant bien, c'est déjà l'épisode 005, donc continuez votre bon travail, je vais continuer le mien. Pour l'épisode aujourd'hui, je vais en profiter pour brancher où ce qu'on l'a tourné, c'est l'espace Well Done. C'est un espace de coworking à Verdun. J'essaie de m'impliquer un petit peu dans le domaine du coworking aussi. Les filles Lisanne et Jessica ont parti un super bel espace dans un deuxième étage. Leur offre de service, c'est à la fin de la journée, pour un prix vraiment modeste, on peut avoir une séance de yoga. Donc, on passe notre journée au coworking et si on veut terminer avec une séance de yoga, c'est un petit frais vraiment, vraiment minime pour y accéder. C'est super intéressant, c'est une belle place. Par contre, on a loué leur salle de conférence. Elle était un petit peu éco. Ce n'est que de la surface dure qu'il y a là. On a parlé avec Lisanne et Jessica. Ils vont travailler là-dessus. Ils vont mettre des panneaux acoustiques, des surfaces un peu plus molles pour aider. Par contre, notre entrevue a un petit peu d'écho. J'ai travaillé le plus fort que je pouvais pour enlever le tout dans les logiciels d'édition, mais il en reste encore un peu. Par contre, j'ai réécouté à quelques reprises et c'est pas si dérangeant que ça. Bref, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Il y a un petit écho, ça fait partie de la game, j'apprends. Je vais prendre des trucs pour éviter d'enregistrer avec l'écho plutôt que d'essayer de le travailler plus tard. Aujourd'hui, comme je disais, mon invité, c'est Jacques Aubin. En fait, aujourd'hui, il est ambassadeur mondial du Tour des Géants, qui est un ultra-trail de 330 km, ambassadeur Garmin, ambassadeur New Balance, il est coach et conférencier, nutritionniste. Avant ça, il pesait 415 livres et même plus quand il a décidé de se mettre à la course en voyant sa fille Alexandra faire son 5 km. Il a dit, ma fille, je vais être avec toi l'année prochaine pour faire cette course-là. Il va nous raconter de son parcours et ce qu'il nous conseille pour commencer à courir. Sur ce, je vous souhaite une bonne entrevue avec mon ami Jacques Aubin. Bonjour Jacques. Premièrement, merci d'être venu me rejoindre à l'espace Well Done pour cette entrevue de podcast. Mais merci à toi. Merci pour ton temps. Fait que généralement, je commence par demander à mes invités concernant la course, comment c'est devenu une passion. Ça, c'est les gens normaux. Pour ta part, je vais demander le contraire parce que j'ai lu que tu étais un jeune sportif normal, une personne normale. Donc, comment on passe de jeune en santé, entre parenthèses normale, à prendre une dérape puis peser au-dessus de 415 livres? Il y a beaucoup de choses qui se cachent en arrière de ça. Dans un premier temps, tu deviens un adulte supposément intelligent. Vers 16-17 ans, tu commences à fumer. Tu prends un peu plus d'alcool. Qui dit prendre un peu plus d'alcool, tu changes d'habitude de vie. Puis parce que tu changes d'habitude de vie, tu manges moins bien. Fait que il y a tout ça là-dedans. Mais tout ça cachait bien d'autres affaires. Ça cachait des abus physiques, des abus psychologiques que j'ai enfouis en dedans de moi, que j'ai cachés, puis qui ont mûri là, puis qui ont permis de développer le gros Jacques. C'est plus comme ça que j'ai perdu la carte, que j'ai perdu la main. À quelque part dans ça, aujourd'hui, avec réflexion, je me dis, c'est une forme de suicide. C'était une forme de suicide. Inconsciente. À long terme. À long terme. C'est mourir. Ouais. Puis une espèce d'automédication, j'imagine. Comme on dit, manger ses émotions. Boire ses émotions. Manger ses quelques bières, du bon vin, manger un peu trop. C'était tout le temps comme pour enfouir plus profondément quelque chose qui faisait mal. Parce que ça a l'air gros, 225 livres, mais quand on y pense, c'est 1 livre par semaine pendant 4 ans. Prendre 1 livre, c'est quand même facile. Là. Je veux dire, si on mange un peu trop de gâteau un samedi soir, puis on vire une petite brosse, on peut prendre 1 livre par semaine assez facilement. Fait que dans le fond, on parle de 4 ans d'abus à toutes les semaines, puis on est là. Dans mon cas, moi, ça a été, je te dirais, jusque début de la trentaine, fumeur, mais quand même semi-sportif. Je jouais à la balle, je jouais au hockey 3-4 fois par semaine, mais j'étais un fumeur. Okay. Fait que, puis là, tranquillement,
arrive un accident, déchirement des ligaments d'une cheville, là, tu t'installes un petit peu plus dans, ben là, j'en fais plus parce que ma cheville me fait mal. Puis là, ben, tu continues à regarder tes mauvaises habitudes. Puis de ces mauvaises habitudes-là, ben, découle la prise de poids. Puis là, plus tu prends de poids, moins tu es autonome ou actif, moins tu as le goût de relancer ton activité. Puis là, ben, tu tombes dans un roulement qui est encore plus profond, puis tu l'échappes. C'est malheureusement le parcours de bien du monde. Effectivement. En 2009, tu décides de te prendre en main et de changer ton corps d'obèse pour un corps d'athlète. J'ai lu que tu t'es pesé sur une balance d'abattoir. Comment tu te sens quand il faut aller se peser sur une balance d'abattoir? Je veux dire, ça implique que les balances d'humains sont pas assez solides pour te supporter. En fait, ça implique que les balances de ton bureau de médecin sont limitatives parce qu'à l'époque, il y avait une balance avec des petites pesées que tu tasses, là, blanche, un genre de défecto, ou je sais pas trop comment ils les appellent, là, et ça finissait à 335 livres. Et mon médecin, pour calibrer mon médicament, j'avais un médicament pour la haute pression à ce moment-là, puis je pense que dans sa méthodologie, je pense qu'il avait besoin de savoir combien je pesais pour essayer peut-être d'équilibrer mon médicament. Fait qu'il m'a dit, trouve-toi une place pour te faire peser. J'ai pensé à une boucherie, et de la boucherie, je me suis ramassé dans un abattoir pas loin de chez moi. OK. Comment tu te sens quand tu embarques sur la balance-là? Ben, en premier, tu joues au rigolo, parce que tu mets toujours un peu d'humour dans des affaires qui sont pas traditionnelles. T'sais. Fait que plein d'humour, je suis arrivé là. J'ai demandé au gars qui était la personne qui était à l'expédition si c'était possible pour moi de me peser sur cette balance-là, qui est dans le fond un pèse-palette. Et quand j'ai embarqué sur le pèse-palette, j'ai eu le chiffre de 415 livres à ce moment-là. Je suis débarqué, c'était encore dans l'humour, mais quand je me suis retrouvé dans ma solitude, dans le stationnement avec ma voiture, là, j'ai eu plein de réflexions. Plein de réflexions sur la mort, plein de réflexions sur comment on fait pour tourner ça. Comment on fait pour tourner de 415 livres à un corps en santé? C'est possible? C'est pas quelque chose on n'en voit pas beaucoup, en tout cas, qui réussissent ça. Puis, je pense dans notre inconscient, là, c'est énorme, tu sais. Fait que je pensais pas d'être capable de tourner ça de bord. Fait que je me questionnais sur comment. J'ai eu plusieurs réflexions, plusieurs larmes. Mais une demi-heure après, c'était passé, j'étais parti, puis la vie a continué pour un certain temps, tu sais. Okay. Ça a repris un autre 9-10 mois avant de repointer sur ce sujet-là, puis de essayer de me conscientiser à changer les choses. Dire un peu, j'ai atteint le fond du baril, là, faut que je fasse quelque chose. Oui, exactement. Fait que là, tu décides. Exactement. Comment t'entreprends ça, cette démarche-là? Je veux dire, il faut quand même que tu partes avec des médecins. Il faut que tu aies une équipe. Je veux dire, à 415 livres, tu peux pas dire, je vais aller courir 10 km. Les chances qu'on te retrouve dans le fossé sont fortes. Là. Tu vas être déçu de ma réponse. OK. J'aime ça être déçu, vas-y. Oui, tu vas être déçu de ma réponse. En fait, ce qui est arrivé, c'est que pendant la période je te dirais, réflexion inconsciente, entre le moment où je me suis fait peser et le mois de septembre où je me suis présenté au Marathon de Montréal où ma fille courait 5 km, okay. J'étais comme un peu forcé d'aller là, tu sais. Mon ex-conjointe Sylvie voulait que j'aille voir ma fille réussir ça. Ma fille se préparait pour monter l'Everest. Ça faisait partie de ses entraînements obligatoires, si tu veux. Puis quand je me suis retrouvé dans le stade, j'ai eu comme, je te dirais, un grand frisson de voir tous ces gens-là heureux, tous les gens dans le dépassement, être conscient de ce dépassement-là pour l'avoir vécu quand j'étais un gamin. Fait que ça a comme rallumé quelque chose en dedans de moi. Puis là, je me suis dit, il faut que je me prenne en main. Fait que cette journée-là, je suis allé voir Alexandra au fil d'arrivée, puis j'y ai promis que je courrais avec elle l'année suivante. Ça, c'est beau, ça. Ouais. T'as promis à ta fille que papa, une promesse. Il est pas en mesure aujourd'hui, mais je vais faire ce que j'ai à faire pour dans 365 jours courir avec toi. Être avec toi ici. Bon. Puis ça a pris un autre mois. Je te dirais que c'est arrivé le 31 octobre à l'Halloween, autour d'une table avec mes enfants, à moitié déguisés pour l'Halloween, qui étaient à ce moment-là quasiment, tu sais, Alexandra avait 15 ans, Marc-André avait 17-18 ans, que j'ai pris cette décision-là, que je changeais tout. J'avais avisé ma conjointe, j'étais assis au bout de la table, j'ai dit, écoute, on va profiter de ce dernier souper-là qui a une bouteille de vin sur la table, parce que la semaine prochaine, il n'y en aura pas de bouteille de vin sur la table, parce que moi, je change mes habitudes de vie à partir de demain matin. Puis personne n'a cru ça au départ.
Parce que c'était pas la première fois, dans le fond, que je faisais une promesse semblable. Comme j'avais fait cette promesse-là à Alexandra aussi au stade olympique. Fait que ce soir-là, j'ai fait cette promesse-là comme quoi je changeais tout. Et ce changement-là commençait le lendemain matin. Là, justement, on s'en va d'un bon point. C'est plus ou moins bien perçu parce que, dans le fond, les gens, il fait juste parler ou quoi que ce soit. Oui, puis en même temps, je suis conscient de leur... sans être du mépris, je suis conscient de leur questionnement par rapport à mon choix parce qu'ils savent que j'ai déjà dit « on va faire attention à moi, on va perdre du poids », puis tu sais, c'est jamais arrivé jusqu'à ce jour-là. Puis il y en est arrivé plein d'autres moments comme ça où il y a des gens qui ont questionné ou même méprisé mes choix. Mais chez mes enfants, chez ma conjointe, ils m'encourageaient. OK. Mais ils étaient dans le doute. C'est ce qui est normal aussi. Effectivement. C'est quand même un objectif ambitieux. C'est un objectif ambitieux. Okay. Ce qui a suivi ça, c'est que le lendemain matin, je me suis posé la question de quoi j'ai besoin. Un psychologue, rentrer chez les AA parce que je prenais de l'alcool le vendredi soir samedi pour me détendre, un nutritionniste, d'exercice physique, de quoi j'ai besoin. Puis ce que j'ai commencé à faire, c'est voir un nutritionniste. Okay. Et là, en peu de temps, j'ai comme compris mon scénario alimentaire que j'ai modifié. Puis rapidement, les choses se sont mises en marche. OK. Fait que ça a commencé par l'alimentation. Oui, par l'alimentation. Puis pas d'exercice. Pas d'exercice au début. Okay. Après 2-3 mois, je dirais 2 mois de perte de poids parce que dans le fond, le 31 octobre, on se ramasse autour des fêtes. Aux fêtes, je suis dans le mode je vais marcher tous les jours. Je fais un premier tour du bloc. Puis à un moment donné, j'en fais 2. Puis à un moment donné, j'en fais 3. Puis à un moment donné, je suis un petit peu plus longtemps dehors. Puis à un moment donné, j'emmène les chiens. Puis à un moment donné, les chiens ne veulent plus venir avec moi parce que tu marches bien trop longtemps. Puis il fait fret. On s'est ramassé au début janvier. Je me suis inscrit au gym. C'est un gym que je connais. À ce moment-là, j'habitais à l'île Perrot. Fait que je suis entré là avec un objectif de perdre du poids. Puis j'allais au gym tous les matins à partir de janvier. Comme plein de gens dans le mode moi, là, je commence l'année avec une résolution et je perds du poids. C'est parce que moi, c'était déjà commencé. Puis quand je suis entré au gym, c'est parce que j'étais rendu à ce moment-là de l'année pour moi de rentrer au gym. Dans mon processus. Et là, le mépris a commencé. Parce que là, t'as juste l'air d'un autre mononcle qui a écouté le bye-bye. Hein, c'est ça. T'as l'air d'un autre gros qui a écouté plein d'affaires sur YouTube, là, de résolution, puis de m'a tout changé, là. T'as juste l'air de ça. Au mois de juin, on va être sur la plage en speedo. Ouais, c'est ça. Tu le vois pas. Rendu au 15 janvier, tu le vois plus. Non, c'est ça. En fait, c'est ça. Souvent, les gens, ils s'abonnent au gym, puis je te dirais que j'ai des chiffres, des statistiques là-dessus, là, mais en général, le 23 février, 85% de la clientèle inscrite entre le 1er janvier et le 23 février ne sont plus actifs dans leurs inscriptions, dans leurs abonnements, mais ils vont quand même payer l'abonnement 12 mois au gym parce qu'ils ont pris un contrat d'un an. C'est ça, exactement. C'est un petit peu l'astuce marketing des gyms. Là. Effectivement. Mes amis qui ont des gyms, battez-moi pas, mais c'est un petit peu ça l'astuce. C'est tu dis, garde le lit les bien meilleurs sur 12 mois. Ouais. Mais c'est sûr que toi, t'es motivé à fond. Là, tu t'es inscrit pour 12 mois, mais un mois et demi après, t'es plus là. Exactement. Ouais. Mais c'est ça. Là, en fait, quand j'ai commencé au gym, c'était 5 minutes de vélo stationnaire, mais tu sais, c'est une chaise avec les pédales en avant. Hein? Oui. C'était 5 minutes de vélo stationnaire, 10 minutes de douche. J'étais plus mouillé sur le bicycle que dans la douche. Fait que c'était particulier, là, tu sais. C'était difficile, mais c'était ça 5 matins par semaine. Okay. Et lentement, c'est devenu 10 minutes. Puis à un moment donné, j'ai commencé à alterner 5 minutes de vélo stationnaire, 5 minutes de tapis en la marche. Puis là, tranquillement, j'ai allongé. Quand tu tombes sur le tapis, tu as déjà perdu combien de livres, juste par curiosité? Je te dirais qu'au gym, je suis autour de 380 livres quand je rentre au gym. Fait que je te dirais que j'ai un 40 livres approximativement perdu, là, tu sais. Exactement. Et là, je continue à fonctionner là-dedans. Plus j'avance, plus je fais du cardio. Et plus je fais du cardio, je perds du poids. Tu sais, quand tu pars de inactif à je fais du cardio tous les jours, ben veux pas, il y a une réaction. Le corps s'adapte. Puis mon adaptation, c'était de perdre du poids. Puis l'autre chose aussi, c'est que faire du cardio avec du poids,
veux pas, c'est plus difficile. Donc, on perd, plus qu'on est gros, plus que c'est facile, entre guillemets, pas facile, mais ça prend moins d'efforts parce que mettons, tu avais une vingtaine de poches à patates sur le dos. Si on prend n'importe quel athlète, puis on lui dit, mets-toi 20 poches à patates sur le dos, il va courir 5 minutes, il va revenir en sueur, là, même si non, exactement. Fait que exactement. Mais est-ce que scientifiquement, non, je pense pas que scientifiquement c'est plus ou moins difficile ou que tu perds plus rapidement ou pas. Je pense juste que tu es tellement mésadapté que te réadapter, ça a un effet avec un dynamisme qui est plus rapide au début. Puis tout ça, se fait graduellement. Puis à un moment donné, je me rends compte que je suis rendu à faire 1h30 de cardio tous les matins. Wow. Fait que c'est ça. Ça a pris combien de temps, ça? Je te dirais un autre mois. OK. Fait que donc, rendu comme en mars. Fin février. Début mars. Je suis rendu à faire du 1h30 de cardio 5 matins par semaine. Jusqu'à temps que je rencontre le coach, mon premier entraîneur qui était Jacques, qui s'entraînait à ce gym-là, mais qui entraînait des gens aussi à ce gym-là. Et il m'a demandé de le rencontrer dans son bureau. Il m'a offert d'être son coach, d'être mon coach en fait. Et là, j'ai dit oui, pas de problème. Fait qu'à ce rendez-vous-là, il me demande c'est quoi ton objectif. Et moi, un objectif, je m'en étais fait un sur un petit carton. C'était marqué 210 livres. Ça, c'était le poids que je voulais peser. Okay. Fait que quand j'ai sorti mon petit carton, il n'a pas parti à rire de moi, mais il m'a dit, ça arrivera jamais. OK. Sur le dos du carton-là, c'était marqué, j'ai décidé de me faire une place dans ma vie. Parce que j'ai réalisé, pendant ma première partie de perte de poids, que Jacques Aubin, il n'existait plus. Jacques Aubin, il était au service de tout le monde, mais pas au service de Jacques Aubin. J'avais pas d'espace-temps pour moi dans ma vie, j'avais rien dans ma vie. J'avais mes gens, mon monde, mon entreprise, un paquet de trucs, mais pas d'espace pour moi. Tu prenais pas le temps. Exact. Je me le donnais pas le temps. Et j'ai écrit cette petite phrase-là, j'ai décidé de me faire une place dans ma vie, puis quand il m'a dit « ça arrivera pas », ma réponse a été instantanée. « Tu seras pas mon coach ». J'ai plié mes affaires, puis je suis parti. Il est venu me rechercher au vestiaire pour me réinviter à son bureau. J'ai dit, écoute, c'est marqué là mon objectif. Tu viens avec moi ou tu viens pas. Il y en a un autre qui va vouloir venir. Puis il a dit, OK, on essaye. J'ai dit, on n'essaye pas, on s'en va là. Faut que tu le crois. Ouais. Fait qu'il a décidé d'embarquer. Okay. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musculation. Donc, tous les jours, 5 jours par semaine, je faisais de la muscu, puis du cardio. Donc, disons, un 30 minutes de cardio, un 45 minutes à 1 heure de muscu, dépendamment du programme matinal que j'avais. Programme qu'on changeait à peu près aux 8 semaines. Okay. Puis je finissais avec du cardio un 15 minutes pour revenir au calme. Puis après ça, je m'en allais chez nous. C'est quand même des gros entraînements. C'était des bons entraînements. C'était quasiment 2 heures d'entraînement, 1h30, 1h45, dans ces eaux-là, 4 ou 5 matins par semaine. T'étais-tu fonctionnel après? J'étais super fonctionnel après. En fait, j'étais très éveillé au niveau cérébral. J'étais fatigué physiquement, mais je fonctionnais très bien. Mon travail à ce moment-là, c'était j'avais une petite entreprise, fait que dans ma petite entreprise, j'avais de l'ordinateur à faire, j'avais d'autres affaires à faire. Puis dès que j'avais déjeuné, mon énergie remontait. Okay. Donc, puis moi, j'étais au gym le matin à 4h30. Okay, wow. Donc, pourquoi j'allais au gym à 4h30 le matin? C'est parce que, justement, pour éviter les regards méprisants. Puis étrangement, à ce moment-là, vers 5h15, 5h20 le matin, il rentrait une gang qui s'entraînait 5-6 ensemble. Puis je me souviens très bien au début de les avoir vus gager contre moi. OK. Fait que ils l'ont fait. J'ai jamais rien dit. Mais tu sais, c'est enregistré. C'est enregistré. Non, c'est ça. Mais c'est enregistré dans ma tête. Je le sais que il y en avait vu d'autres. Probablement que ça fait, ils s'entraînent là depuis toujours. Puis ils en ont vu d'autres passer. Là. C'est comme le running gag, janvier. Ouais, c'est ça. Comme dans Shawshank Redemption, qui parie que le gérant de banque va pleurer avant la fin de la nuit. Ouais, c'est ça. un autre qui se fait ici dans 2 semaines. Et étrangement, ils m'ont vu à tous les matins. Ça n'a jamais arrêté. T'sais. Ils te voient encore? Là, ils ne me voient plus parce que je ne vois pas ce gym-là. Parce qu'il y a eu du déménagement physique, mais c'est passé de Jacques Aubin l'énorme, Jacques Aubin, à Jacques Aubin à 190 livres. Tu sais, écoute, mon coach, il en revenait pas, là, tu sais, à toutes les fois, semaine après semaine, je perdais 2 livres, 3 livres, puis là, je me rapprochais de mon objectif, tu sais.
Puis il dit, ça n'a aucun bon sens. Puis je me souviens encore de la journée où j'ai dit, écoute, j'étais à 211. Il capotait, tu sais. Il n'en revenait pas. Il dit, ça n'a aucun bon sens. Et sur quoi il s'appuyait pour dire que ça n'arriverait pas? En fait, c'est parce que dans sa tête, tu sais, il me voyait costaud. Puis dans sa tête, il se disait, écoute, à 275 livres, là, ça va arrêter là, tu vas muscler. Je dis, moi, je ne vais pas transporter un cadavre de 275 livres jusqu'à mes vieux jours. Je vais être au format où je suis posé d'être. Puis dans ma tête, c'est autour de 200 livres. Puis à 211 livres, quand j'ai atteint cette cible-là, j'étais déjà dans les entraînements de course à pied. Fait que là, il y avait comme adapté mes entraînements pour que je puisse rajouter de la course à pied dans mes affaires. Fait que Jacques s'est quand même bien adapté à ça. Il a fait un bon travail. Puis j'ai beaucoup de reconnaissance pour ce qu'il a fait parce que quand il a compris que ça arriverait, quand il a compris que j'étais décidé, parce que des gars décidés, il y en a vu beaucoup au début, mais il n'a jamais vu le fin, tu sais. C'est ça. Puis là, il a vu que moi, il verrait le bout de ça, tu sais. Fait qu'il était reconnaissant à mon égard d'être aussi engagé, puis moi, je suis reconnaissant de son engagement envers moi. Fait que c'était un bel échange. Puis il m'a emmené, parce qu'il bâtissait des bons plans pour moi, à ce que je réussisse mes objectifs. Après 1 an, j'avais perdu 156 livres. Puis je me suis clairement présenté au Marathon de Montréal pour courir mon 5 km. Tu avais quel poids dans ce temps-là? J'avais, calcul, donc à peu près 250 livres. Okay. Si on enlève, ce soit approximativement 250, 260. Donc là, ça se fait quand même bien. Ouais, c'est encore assez pesant pareil. C'est pesant, mais un 5 km à 250 livres. Exactement. Je témoin, ça se fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je m'étais même donné un objectif de 30 minutes pour le faire. OK, quand même. Fait que ça a bien été. J'ai fini ça en 30 minutes 2 secondes. Ce qui était parfait. Parce que ça avait été 29-30, je me suis senti peut-être trop bon. Ça m'a comme forcé à dire « Hey, gars, t'es pas rendu encore. T'as encore des choses à faire. » Puis de là, j'ai continué à courir cette année-là. Je me suis représenté pour la 2e fois au Marathon de Montréal l'année d'après, mais avec un bagage de course à pied beaucoup plus volumineux. Je dirais un 30 à 40 km de course à pied par semaine, mais toute par petites batches de 5 km. Je faisais, toutes les fins de semaine, j'avais une course ou 2 avec un dossard de 5 km. Ce qui a fait que j'ai fini cette année-là avec 48 courses avec un dossard. Wow. C'était un peu trop. Oui, je pense que c'était un peu trop. Ça, t'as pas le temps de voir ta famille, le temps de exactement. Je suis tout le temps, la fin de semaine, je suis tout le temps parti courir, en fait, en matinée, parce que, mais dépendamment, il y a des fois aussi, j'allais courir un peu plus loin, tu sais, quand tu vas à Gatineau, tu vas ailleurs, tu sais, dépendamment où tu vas, des fois, c'est le week-end qui disparaît. Mais en général, c'est des courses comme les circuits endurance ou d'autres courses dans le Grand Montréal ou autour de Montréal. Donc, je partais tôt le matin, à midi, j'étais à la maison. Fait que, j'étais pas toujours parti, mais en même temps, j'étais trop parti. Pour réaliser ça aussi que c'était encore une forme de fuite. J'avais comme fui ma vie longtemps dans de l'alcool, de la bouffe, des choses qui étaient malsaines pour moi, pour me tourner vers encore une forme de fuite. Okay. Fait que j'ai comme, avec le temps, corrigé ça. Mais oui, j'aime la course à pied. T'aimes ça, puis... J'aime ça. Puis, mais tu dis corriger, je veux dire, tu fais des ultra trails aujourd'hui, tu dois pas faire un volume de 20 km par semaine. Non, mais en fait, ce qui est changé, c'est ma façon de penser. Okay. C'est plus le Jacques de ce moment-là, il courait parce qu'il fuyait encore quelque chose. Oui, il courait pour se mettre en santé au début, puis à un moment donné, dans l'excès de... Puis tu sais, quand je parle d'excès, on est à 30 km par semaine, mais dans cet excès-là, j'allais courir un 5 km tous les fins de semaine avec un dossard quelque part. Puis j'ai réalisé que j'étais encore dans un genre de façon de... Comment je te dirais ça? Fuir, c'est un mot, mais je cherche un autre mot qui dirait m'étourdir. OK? M'étourdir. Oui, de prendre conscience de qui je suis, où je suis, puis ce que je veux faire de ma vie. Je suis encore en mode d'étourdissement. Puis quand j'ai pris conscience que je faisais ça, j'ai comme ramené ça. Aujourd'hui, que je cours 50, 100 ou 22 km par semaine, je suis pas dans ce mode-là. Je suis vraiment dans un autre mode. Je suis dans un mode conscient. C'est un changement d'état d'esprit. Exactement. Exactement. C'est tout simplement ça. Ouais. Pour aujourd'hui, quand je cours,
Surtout quand je suis parti depuis longtemps dans une longue distance, si je cours 25-30 km et plus en forêt, puis si je peux le faire seul, j'entre dans un autre mode, qui est un mode un petit peu plus méditatif, tu sais, plus de méditation, plus... C'est sûr que les longues sorties, il faut aimer être seul avec soi. Hein? Oui, mais en fait, il faut s'apprivoiser, puis apprivoiser notre environnement en même temps. Tu sais. Puis de toute façon, si tu n'apprivoises pas ton environnement, souvent une petite branche de rien au sol te ramène à l'ordre. Surtout en forêt. Je suis là, une petite racine qui sort. Toute affaire de rien du tout. Tu regardes la terre en arrière après la chute, puis là tu dis, qu'est-ce qui m'a enfargé? C'est ça. Y a-t-il quelqu'un qui me joue un tour? Ouais, c'est ça. C'est là où on en est maintenant. T'sais. Fait que donc, j'avais une question, mais je pense qu'il a pas mal répondu. De combien de temps ça t'a pris avant de dire, OK, je suis dans le move? Fait qu'on peut dire qu'en mars, quand t'es rendu à faire des entraînements d'1h30 tous les jours, puis faire ta journée, on peut dire 5 mois. Non. Tu vois, moi, dans ce moment-là, j'étais dans le processus. OK. J'avais pas atteint mon objectif encore. Ouais, non, mais je veux dire, parce que je me rapporte un petit peu, peut-être à des auditeurs comme la perte de poids parce que dans le fond, l'idée, c'est de développer une habitude. Ouais, mais l'habitude, l'état de bien-être a commencé, je te dirais, une quarantaine de jours après le premier entraînement. Okay. Tu sais, faut dire, je partais de loin. Fait que quelqu'un qui a un 40-50 livres à perdre, dans le premier 20-25 jours, d'après moi, il va avoir atteint ce sentiment de bien-être-là. Puis peut-être avant pour certaines autres personnes. D'avoir du fun, d'installer une discipline puis de répéter quelque chose à tous les matins pour se sentir bien, ça risque d'arriver plus rapidement. Dans mon cas, je dirais une quarantaine de jours que ça a pris. Après ça, il y a la croissance vers un objectif, puis après ça, il y a cette croissance-là jusqu'à terme du petit carton à 210 livres. C'est d'autres. Ça a pris combien de temps, ça, en a 210 livres? Ça a pris 2 ans. Quand je me suis présenté la deuxième année au Marathon de Montréal, j'étais à presque 2 ans. J'étais à 23 mois du début de tout ça, de ma prise de décision. Puis là, j'étais à 211 livres. C'est comique parce que cette année-là, aux 5 km, je me suis présenté là avec un nerf sciatique bloqué. Puis j'ai quand même fait ça comme en 26 minutes. T'sais. Puis mon fils Marc-André de me dire, papa, moi je vais courir avec toi. Marc-André, 19 ans, pompier. Okay. Tu vois le style, 6 pieds 2 en shape, là, un corps de crossfitteux. Il me dit, je vais courir ça avec toi. Quand ils ont tiré le coup de gun, Marc-André n'existait plus à côté de moi. Il était déjà comme parti au loin. Fait que pour lui, courir avec moi, c'était comme prendre le départ. C'était pas clair entre nous deux. Il était sur la ligne de départ avec toi. Exactement. Quand je suis arrivé au fil d'arrivée, il était déjà reparti avec ma voiture à l'île Perrot parce qu'il y avait un incendie puis il voulait être là. Puis... Fait que moi, je restais à Montréal, tu sais, à pied. Une fois, tu resteras à la maison. Oui, effectivement. Tu prendras l'autobus. Fait que ça a été la deuxième expérience. Mais là, ce qui est fantastique, c'est que le lendemain de cette course-là, dans un premier temps, il y a une parution dans le journal de Yvan Martineau qui fait 2 pages sur moi. Okay. Ma photo de gros, ma photo de petit, puis ce que j'ai fait de ma vie. Puis ce matin-là, c'est le même jour où la première fois au Québec, il y a une inscription qui s'ouvre pour le demi-Ironman à Tremblant. Okay. Et moi, j'ai décidé que je m'inscrivais à ça. Ça, c'est pour l'année d'après. Pour 2012, le 24 juin. Okay. Puis, ce qui est fantastique, c'est que je me suis inscrit à ça à midi, parce que tout le monde disait « Inscris-toi rapidement, il y a 2500 places, ça va passer comme des petits pains chauds. » Je me suis inscrit à midi et 10, l'inscription était faite. Puis quand j'ai posé sur Python Hunter avec ma carte de crédit, j'ai commencé à conscientiser ce que je venais de faire. J'ai dit là, ça c'est un demi-marathon, t'en as pas un de fait encore. Clairement. J'étais inscrit en 2011, en novembre qui suivait, au demi-marathon de Philadelphie, mais j'avais pas fait de demi-marathon encore. Et là, dans ma tête, ça a fait, t'as pas de vélo, puis tu sais pas nager, mon grand. C'est un beau défi. C'est dans 9-10 mois, là. On se prépare. Fait que ça a été le début d'une autre aventure. Et aussi d'un autre
adaptation d'entraînement. Combien de temps, moi, ça m'intéresse beaucoup les Ironman, mais combien de temps tu consacres justement pour partir de 5 km à demi-Ironman en entraînement? Écoute, bien bizarrement, je te dirais que, tu sais, je courais, mettons, 30 km par semaine. Fait qu'on peut parler de 5-6 heures semaine, plus ma musculation fait quoi, mettons, une dizaine d'heures par semaine. Je vais probablement augmenter d'un 5 heures, mais qui s'est comme modifié. Fait que c'est un 15 heures, dans le fond, qui était tout le temps dans mes semaines, que je te dirais que peut-être à un moment donné, ça accrochait le 20, là, parce qu'il a fallu un jour que j'apprenne à nager. Bien, qui s'est adapté avec le temps. Donc, en préparation générale, c'était muscu, course à pied, puis là, tranquillement, un petit peu de vélo, un petit peu de spinning, puis bon, là, on modifie, on réduit un peu la musculation pour rentrer d'autres affaires, tu sais. Mais on continue à en faire. Mais elle est plus pointillée. Elle va être plus renforcement musculaire, elle va être plus adaptation à tes 3 sports que tu veux faire. Jusqu'au jour où tu t'en vas à ton événement. Donc, tu décharges quelque chose pour la recharger autre chose. C'est comme ça. On se concentre, grosso modo, on focalise sur d'autres choses. Plus tu te rapproches de ton événement, plus tu vas retenir ton sport. On n'a pas augmenté tant que ça. Exactement. On n'a pas passé à 3 fois l'entraînement parce qu'on a 3 sports. Exactement. Mais il y a des journées dans ton quotidien où ça commence le matin par ta muscu. Puis là, sur l'heure du dîner, tu dis, je vais aller nager. Puis sur l'heure du souper, tu vas aller faire 1 heure de spinning. Tu comprends? Le lendemain, tu vas aller faire ta muscu, puis tu vas aller courir. Fait que tu sais, il y a des journées où tu as 2-3 entraînements qui peuvent varier d'une demi-heure à 1 heure, là, tu sais. OK. C'est quand même beaucoup, là, parce que même juste une demi-heure de natation, il faut quand même se mettre en maillot de bain, se changer, prendre sa douche, quand c'est l'hiver. Tu as tout compris. Pour chaque heure d'entraînement, ça peut prendre 1 heure de préparation avant et après, là, dans le sens où tu vas courir à 1 heure, mais tu sais très bien que tu as sorti ton linge, tu t'es préparé, tu as mis tes petits bas pour pas qu'il y ait de plis après pour pouvoir faire des ampoules, tu as mis des espadrilles, tu les as attachés comme il faut, tu es parti courir, tu es revenu après ton heure de course, ton 10 km ou approximativement, tu reviens, tu prends ta douche, puis tu te réveilles. Il y a 2 heures là-dedans. Là. Fait qu'il faut pas se compter de mentir. Là. Ça va être 10 heures d'entraînement, c'est 20 heures dans ta semaine. Là. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. C'est quand même un gros bout, là, 15 heures, ça veut dire 15 heures d'entraînement, on peut quasiment le doubler. Non, on peut quasiment le doubler avec ce qu'on a besoin de faire autour. Puis comment tu intègres le travail? Est-ce que tu as diminué un petit peu ton travail, plus efficace? Absolument pas. Absolument pas, parce que j'étais très efficace au travail. Okay. Fait que pour moi, m'entraîner, ça me permet aussi d'être très actif au niveau cérébral, donc beaucoup plus performant pour chacune des heures de travail que je fais. Donc, je pense qu'au niveau travail, je pourrais faire 6 heures de travail et être beaucoup plus performant que la majorité des gens en 8 heures. Ça, c'est clair. Donc, un bon 6 heures bien travaillé me permettait d'aller chercher 1 heure ici et là, mais il ne faut pas oublier que j'ai continué à me lever à 4h30 le matin. Là. C'est ça, tu t'es levé tôt, fait que tu gagnais 1 heure un peu plus tôt le matin. Exactement. J'étais en avant de tout le monde. Tu allais gagner un petit peu de temps sur ton travail. Exactement. Pour intégrer ça. Cool. Maintenant, si on se rapporte aujourd'hui, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que ce parcours-là t'a apporté. C'est sûr, on le voit que tu as perdu 225 livres, ça c'est visible, mais alentour de ça, la viande, qu'est-ce que les autres les bénéfices marginaux, on va les appeler comme ça? En fait, c'est comique parce que le 225 livres, tout le monde trouve ça extraordinaire. Tout le monde dit « Hey, wow! » Tout le monde fige là-dessus 225 livres. Je passe mon temps à dire que c'est pas ce que j'ai perdu qui est important, c'est ce que j'ai retrouvé. Tu sais, l'estime de soi. Oui, parce que là, tu peux aller au gym et tu sais que les gens vont pas prendre un palier comme toi. Là. Ben, non seulement ça, tu sais, dans mon quotidien, tu sais, attacher mes souliers. Je vais être plate dans ce que je vais dire, mais aller aux toilettes. Tu sais, tout a changé. L'estime, la dignité, la fierté, tu sais, je dis, il y a plein d'affaires qui ont changé, qui sont des plus, qui sont des affaires que j'ai retrouvées, qui comptent bien plus pour moi que la valorisation du 225 livres perdus. C'est un chiffre, ça. C'est rien qu'un chiffre, c'est du poids, c'est une image. C'est ça, parce que dans le fond, tu aurais perdu 125. Ça remplit des salles de conférence. La photo de gros par la photo de petit, là. Mais l'histoire, c'est pas ça pantoute. L'histoire, c'est ce qu'on devient à travers ça.
Ça, c'est important. Il n'y a pas de médaille assez grande pour ça. Non, ça, c'est sûr. Fait que pour moi, c'est quelque chose dans dedans de moi que personne ne va pouvoir m'enlever jamais. Fierté, dignité. Ouais, estime de soi, ouais. J'ai lu que tu étais organisateur du défi Entreprise Santé Montréal, l'organisateur de la course Trail du bout du monde, coach, conférencier, motivateur. Tu m'as aussi dit que tu étais ambassadeur mondial pour le Tour des Géants. Mm-hmm. Donc, tu en fais beaucoup pour la course. Fait que j'aimerais que tu me parles un peu de toi aujourd'hui. J'imagine qu'avant de courir, tu étais loin d'être ce Jacques-là. Non. Je veux que tu me parles de toi aujourd'hui, de ce qui t'allume, ce qui te passionne, tes motivations pour ça. Mais quand tu dis le Jacques d'avant et le Jacques d'aujourd'hui, dans le fond, c'est le même Jacques. Il a juste changé sa façon de faire. Le Jacques d'avant, il était impliqué dans le scoutisme, il était impliqué dans plein d'affaires pour aider quand même des gens. Puis aujourd'hui, je fais autre chose autrement. Mais cette fois-ci, je le fais sans m'oublier moi. Je comprends. Aujourd'hui, pour moi, mettre des gens en santé, c'est ma mission de vie. C'est pas un travail. Fait qu'à tous les jours, je me lève puis je me demande, aujourd'hui, par les efforts que je vais faire, combien de gens je vais être capable d'atteindre pour essayer de les conscientiser à changer, à prendre soin de leur santé ou de prendre soin de leur voiture, de leur maison, puis de tout ce qu'il y a. Tout ce qui est pas important. Tout ce qui est vraiment, dans le moment, ils donnent de l'importance à ça, mais qui sont juste des biens. Mm-hmm. Mais c'est ça, moi j'essaie de faire prendre conscience aux gens que leur santé, c'est la priorité. Puis cette santé-là va juste les amener vers du bonheur. Parce que quand tu prends soin de toi, ce qui en découle t'amène vers le bien-être de toi-même, donc vers du bonheur. En général, c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. C'est clair. Fait que c'est vers ça que j'essaie d'amener les gens. Le défi entreprise s'est tombé sur moi comme une roche à la tête. Daniel Rioux a fondé ça il y a 11 ans à Québec. Puis il y a 6 ans, il m'a demandé si je voulais lancer des conférences à Montréal pour le défi entreprise parce qu'il savait que j'étais conférencier. Finalement, de conférencier cette année-là, je suis devenu comme l'organisateur de Montréal. Puis je suis l'organisateur de Montréal depuis ce temps-là. Ça fait quoi le défi entreprise Montréal? Le défi entreprise à Montréal, c'est comme le défi entreprise à Québec et ailleurs dans les autres villes où on est installé. Le défi, dans le fond, c'est de demander aux entreprises de s'inscrire à un défi pour mettre les gens dans leurs entreprises dans l'activité physique. Okay. Puis ça, ce que ça comprend, c'est qu'on a un programme de 12 semaines où les gens vont recevoir des courriels sur comment s'entraîner, plan d'entraînement, nutrition, prévention des blessures et un tas d'autres choses pendant 12 semaines pour les amener de je suis inactif ou je suis actif à courir, marcher 5 ou 10 km ou faire un 5 km, je vais dire bootcamp, okay. Ou encore 1 heure de Zumba ou de ce genre d'activité-là. Et ça a lieu une fois par année. Dans notre cas, à Montréal, tout le temps autour de mi-juin. Et on prépare les gens par des conférences à partir du mois de janvier. Conférences, stage d'initiation à la course à pied, conférences sur la nutrition, conférences sur la motivation, conférences sur le bien-être, la zénitude, toutes sortes de trucs. Et on rentre après ça dans des sessions d'entraînement que les entreprises peuvent offrir à leurs employés aussi. Donc 6, 12, 18 entraînements, peu importe ce que le client veut, on adapte le forfait, mais c'est hyper accessible. Puis, donc, le propriétaire d'entreprise vient vous voir. Oui. Il dit, moi, j'ai une conscience, j'aimerais que mes employés aient une meilleure santé parce que je connais les bienfaits de ça. Oui. Fait que pour l'entrepreneur, exemple, qui fait ça ou que moi, je l'approche, pour lui, le coût de ça, c'est, mettons, là, je mets le plus gros forfait possible, là, ça va coûter 1000$. Okay. Par personne? Pour l'employeur. Pour l'employeur. Puis lui, dans ça, il y a les conférences, les entraînements, il y a un paquet de choses qui sont inclus à ça. Puis pour l'employé, lui, ça lui coûte 50$ s'inscrire. Okay. À travers son entreprise, mais dans notre plateforme. Exemple, la compagnie s'appelle X, je travaille pour X, je vais dans la plateforme du défi entreprise, je choisis l'entreprise X à Montréal et je m'inscris comme employé de la compagnie X. Puis dépendamment, il y a des entreprises qui vont payer 50% de l'inscription, il y en a d'autres qui vont payer 100% de l'inscription de leurs employés, il y en a d'autres qui vont payer rien de la portion de l'employé. L'employé paye 50$. Il y a 12 semaines dans lesquelles il obtient ce que son employeur a engagé comme forfait, qui a acheté comme forfait, plus ses courriels, les entraînements qui viennent avec le défi et tout le tralala jusqu'au jour du défi. Et au jour du défi, ils reçoivent un lunch, une médaille, un chandail, tout ça pour 50$. Ouais.
Fait que c'est quasiment du bénévolat. Je veux dire... On fait nos frais. On fait pas nos frais. On fait nos frais. C'est dans le sens où on fait nos frais, il y a quand même une qualité de revenus. Je pense qu'on travaille plus avec le volume. OK, vous avez plusieurs... En fait, c'est ça. Les défis entreprises qui existent à Québec sont participants autour de 10-11 000. À Montréal, on est autour de 5 000. Il y a à Trois-Rivières, à Gatineau, qui sont des défis d'autour de 2 500 participants. Et là, on a lancé le Saguenay l'année passée, qui est parti d'un petit noyau de 250 personnes qui va grandir tranquillement. Donc, dans le fond, tu sais, si on le faisait juste pour l'argent, on ferait toutes d'autres choses. Non, ça, j'en suis conscient. C'est juste, je trouve le prix vraiment accessible. C'est ça l'objectif. En fait, quand on a parlé des valeurs de cette entreprise-là, de Défi Entreprise, c'était accessibilité, respect, humilité. On veut que ça reste dans l'humilité. On veut que les gens se sentent pas dépassés par « je suis un expert en course à pied », puis que, tu sais, le genre « moi, je suis un performant, toi, t'es un pas bon », ça n'existe pas ça chez nous. Tout le monde est égal. Si toi, tu veux performer, tu y vas. Puis toi, performant dans ton entreprise, ça se peut que je te pogne, puis je fasse de toi un ambassadeur pour motiver les autres à être des coureurs. Mais avec humilité, respect, accessibilité. On va pas les faire, on va pas les gosser. C'est ça, exactement, parce que tu es le meilleur. On veut que tu deviennes un bon ambassadeur pour la santé. C'est bon parce que je parle avec beaucoup d'entrepreneurs dans ma vie d'entrepreneur, puis généralement, soit qui n'ont pas de valeur d'entreprise ou qui s'en souviennent pas. Fait que c'est bon de voir qu'au moins tu es capable de t'en souvenir, puis de deux, les mettre en concret. Ouais. Souvent, il y a des valeurs innovation, mais comment? Puis ils sont pas capables de te le dire. Fait qu'au moins, tu es capable de mettre, par exemple. Ouais, félicitations. Merci. Mais pour nous autres, c'est vraiment important, ça. OK. Puis, tu sais, on a tous des amis là, qui sont des performants, que ce soit en business ou en course à pied ou dans d'autres sports. Puis la plupart des gens qui sont vraiment performants, il y a, je dirais, beaucoup d'humilité dans ces gens-là. Vraiment les bons là, sont humbles. Oui, c'est... Puis parce que tu es humble, il y a une forme de respect. Donc, pour moi, ça, c'est des gens, des bons outils. C'est des gens que j'ai besoin de ces gens-là pour continuer à faire la promotion de la santé. Pour avancer. Exactement. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant. Donc, on va mettre aussi les liens, j'imagine, dans les notes d'épisode pour le défi entreprise Santé Montréal. Course trail du bout du monde. Ça, c'est une drôle d'aventure. Ça, c'est une drôle d'aventure. En fait, c'est une aventure qui existe depuis 3 ans. J'ai participé à cette course-là il y a 3 ans. Par invitation, je suis devenu l'ambassadeur de cette course-là et je suis allé la vivre. Je suis allé courir un 55 km, ma mémoire est bonne cette année-là. J'ai traversé le parc Forillon en courant, c'était magnifique. Et ce qui est arrivé, c'est que l'année suivante, on a vécu une expérience difficile au niveau... parce que je suis arrivé là comme, si tu veux, bénévole, animateur dans l'événement et inciter d'autres coureurs à y participer. Puis on a vécu des expériences difficiles parce que les administrateurs de cette entreprise-là, à l'époque, ont eu des difficultés. Puis on s'est détaché d'eux. On a créé un organisme à but non lucratif duquel je fais partie. Et on est 5 dans ce comité-là. Puis cette année, on a relancé ce défi-là, mais sous une autre entité. Okay. Donc, elle porte le même nom, tu as parlé du bout du monde, mais c'est vraiment, en arrière de ça, une nouvelle équipe, une nouvelle énergie, tout le temps le magnifique Parc Forillon, puis on est appuyé par Parc Canada. C'est incroyable ce qu'on fait avec cette course-là. J'ai entendu parler en bien d'ailleurs. Ouais. Moi, je suis pas allé, 55 km, c'est un peu gros, mais j'ai vu qu'il y avait des distances un peu plus accessibles. Exact. On a plus accessible, on a un 110. As-tu fait? Non, j'ai pas fait le 110. Ça va peut-être faire partie de mes tâches dans le futur comme administrateur. Mais on a le 110, le 53 qu'on appelle. On a un 35, un 22 km, un 10, un 6, un 3 et un 800 mètres pour les enfants. Fait que ça permet de toucher l'ensemble d'une population active. Puis c'est accessible ça aussi. C'est pas des prix là où ça n'a plus de sens. Là. Fait que je te dirais que la clientèle cible, c'est monsieur, madame, tout le monde qui fait de la course à pied, qui veut s'adapter à la trail, et tous ceux qui
veulent faire des longues distances. Tu sais, quand tu es en haut de 20, là, tu passes 35, 50 et plus, là, tu veux commencer à faire de la longue distance, ben on a ça. Puis on est bien organisé. J'ai juste eu des bons commentaires cette année, ça fait 3 semaines, là. C'était le 21 septembre, 22. C'était magnifique. Tout un week-end en Gaspésie. Les gens apprécient. Tu vois, cette année, on est obligé de faire des modifications sur le 110 km à cause de la température. On a eu les restants de vent de Florence, des vents de 110 km/h aux heures où nos 110 km partaient de nuit à 2 heures. On est obligé de les reporter à 6 heures le matin et de raccourcir le trajet pour les protéger, pour leur propre santé. Il y a eu des petites déceptions, mais les gens l'ont fait quand même, puis ils étaient super contents de ce qu'ils ont vu. Fait qu'on a plusieurs d'entre eux qui vont même revenir l'année prochaine pour faire le 110. Ouais. C'est ça, vu qu'ils en sont restés. Exactement. C'est marketing en même temps. Ben, c'était pas volontairement marketing, mais disons que Florence a comme créé ça, puis on a été obligé de s'adapter. Puis encore une fois, tu vois, pour une jeune organisation, puis là, quand je parle de jeune, je parle pas de mon âge, mais une jeune organisation, on a su très bien s'adapter. Puis... Oui, parce que ça doit pas être évident d'organiser. Il n'y a rien d'évident dans un. Premièrement, tu deals avec Parc Canada, fait que je sais que tu dis que tu l'as de ton côté, mais c'est déjà une institution en soi. Là. C'est une institution. Ils ont une réglementation, ils ont un encadrement, mais ils sont tellement efficaces, incroyables. Puis après ça, ben, tu deals avec plein d'autres facteurs, des gens, des émotions, une équipe, des bénévoles. Il y a toutes sortes de choses autour de ça. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a jamais organisé une course, là, je lui ai dit, devenez bénévole un week-end dans un événement de course. Là. 1, ça risque de vous motiver à courir. Puis 2, ça se pourrait que vous disiez plus jamais, quelle organisation de merde. Ça se peut, qu'est-ce que tu dises plus jamais ça. Tu vas avoir de la compassion. Exactement. Tu vas comprendre tout l'effort qui est mis derrière cette mécanique-là pour créer un événement. Tu sais, les gens vont courir une course à gauche ou à droite, puis c'est une course, là, c'est un jour unique. Mais nous autres, là, quand cette journée unique-là est terminée, le lendemain, on ramasse tout. Le surlendemain, on est déjà dans la planification de l'année d'après. Là. Puis 3 jours avant, on était sur le terrain. Exactement. Exactement. Puis à baliser le chemin. À bâtir le site de départ, puis d'arrivée, puis de le défaire parce qu'il y a des gros vents qui s'en viennent, puis de le rebâtir à une autre place plus protégée. Fait que tu vois, t'es obligé de t'adapter. Ouais. Fait que l'adaptation, mais je pense que la trail, c'est beaucoup aussi. Exactement. Ça va dans l'esprit. Ça va dans l'esprit du trail, ouais. Du trail, ça fait que ça, c'est déjà bien. Puis l'autre affaire, tu sais, la course à pied, c'est le fun, c'est beau, mais l'esprit trail est vraiment différent de ce qu'on peut vivre en route. C'est ce que j'entends beaucoup. Oui, l'esprit route, écoute, pour l'avoir vécu, j'ai vu des gens s'effondrer dans des températures extrêmes, puis des coureurs juste passer à côté, pas s'arrêter parce que le monte est plus importante que l'être humain qui est là. Tu verras jamais ça en train. Le gars qui est en première position s'effondre, le deuxième va le ramasser. Le deuxième va tout faire pour s'en occuper, puis les autres qui vont suivre après aussi. Il y a pas personne qui laisse personne entrer. Les gens, pour la plupart, ne courent même pas avec des montres. Puis ceux qui en ont une, ils la partent puis ils l'arrêtent, mais quand ils arrivent à l'autre bout, ils l'ont jamais regardé. Il y a d'autres choses à regarder quand tu es en train. Tu es dans une autre condition. J'espère juste que la course à pied va pas devenir trop numérique, si tu veux. Là. Trop, c'est des chiffres, puis c'est juste des chiffres, puis là, je vais être meilleur. Et c'est parce qu'il y a une place où tu peux pas être meilleur. Tu sais. Si t'es rendu, tu cours en 5 en 19 minutes, ça se peut que t'as jamais à 14. Tu sais. Mais qu'il n'y en ait plus de temps, la couper, il n'y en aura plus. Tu sais, fait que c'est pas... C'est vrai, le côté technologique de la chose. Les gens sont tout le temps dans leur technologie. Écoute, moi, j'ai à un moment donné, là, sur Facebook, je pense que j'ai 3000 amis, là, qui me suivent ou que je suis. Puis quand je regarde la journée du marathon de Montréal, là, tout ce que je vois, là, c'est des montres, des statistiques, puis un petit texte, là, ma journée au marathon, 3h15, 3h35, 3h45, 4h32. Pour moi, ça fait aucune différence. Moi, ce que je dis aux gens, là, quel genre de face t'avais quand t'es arrivé au finish? T'étais-tu fier de toi? Est-ce que tu souriais? Ou bien t'étais en train de checker ta montre? T'étais juste sur ton temps.
Hein, si t'es arrivé là, à l'autre bout de Détruit, puis t'étais 3 semaines à pas être capable de courir, là, je suis pas sûr que t'as réussi ta mission. C'est ça, exactement. Mon entraîneur, c'est ce qu'il me disait, parce que j'avais couru avec quelqu'un qui était pas entraîné, qui avait quasiment fait le même temps que moi, tu sais. Ouais. Puis il me dit, ouais, mais il dit, lui, on est mardi matin, je suis sûr qu'il court pas. Lui, il descend des marches de reculons encore. C'est ça, exactement. Il dit, toi, t'es sur la piste avec moi le matin. Exactement, tu sais. Fait que c'est pour ça, à un moment donné, qu'il faut avoir cette, moi, je veux que courir soit aussi un plaisir, un loisir, quelque chose qui est le fun. Tu sais, si tu vas courir puis que tu haïs ce que tu fais, comme si c'était un job parce que tu veux rentrer un score, puis tu as des intervalles à faire, puis que là, c'est... Ouais, tu y arrives pas. Ouais. Mais il y a un côté quand même motivateur à ça. Ouais. Tu sais, c'est pas tout blanc, tout gris. Étant un amateur de technologie, moi, ça m'a beaucoup permis de commencer. Aujourd'hui, ma montre, je peux l'oublier, c'est pas grave. Mais d'un début, ça m'a permis de me comparer à moi-même, surtout pour le cœur, la fréquence cardiaque, voir où est-ce que je suis, me rendre compte que je suis plus en forme, ok, je l'ai fait en temps de temps hier, moins de temps aujourd'hui. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi-même, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de maladie, puis on entend beaucoup parler. Une des pires affaires, c'est Strava. Les gens vont se blesser parce qu'ils savent qu'ils vont partager leur temps avec leurs amis, puis ils veulent pas avoir de l'air con. Ils veulent torcher le temps de leur chum. Le gars n'a jamais fait de bicycle de sa vie, mais il va aller faire la course que son chum a faite pour essayer de le battre. C'est ça. Puis l'objectif, fait que là, c'est plus j'ai-tu mal, c'est-tu mon corps, c'est juste comme... Là, c'est rendu une game de hockey. C'est OK, pour te battre, là, je t'avais de faire une jambette. Là. Ça va être la World Wrestling Federation après. Là. On veut que ça soit de la course à pied. On veut que ça soit quelque chose qui soit sain. Puis c'est à partir du moment où toujours vouloir battre ton temps, puis toujours vouloir être cette folie-là de vouloir être tout le temps le plus performant puis le meilleur, puis ça devient une maladie. Mm-hmm. C'est très malsain. C'est définitivement une maladie. Puis, moi, je connais plein de coureurs qui sont dans l'élite, ils n'ont même pas de montre. Tu sais, tantôt tu disais, au début, ça m'a aidé. Oui, moi aussi, au début, ça m'a aidé. Je me souviens de ma première montre, là, puis ça m'a aidé de voir où j'étais, puis le kit de comprendre, surtout de comprendre. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une montre, puis tu sais, je suis ambassadeur Garmin. C'est normal que j'aille une montre. Mais aujourd'hui, je la pars puis je l'arrête. C'est ça. Je suis parti faire de la muscu, je la pars, je l'arrête. Je suis parti faire de la course en trail, je la mets sur trail, je la pars, je l'arrête. Et c'est comme ça pour tout ce que je fais. Mais c'est juste pour une compilation à la fin de l'année de combien d'activités physiques j'ai faites cette année. C'est bien plus pour ça. Combien d'heures, combien de kilomètres. Exactement, combien d'heures, combien de kilomètres que... parce que moi, quand je pars courir en trail, si je pars 3 heures, ça se peut qu'au sommet, je m'arrête puis je regarde ce que la nature m'offre. Mm-hmm. Puis quand je vois un loup ou un ours dans le bois, je m'arrête pour l'apprécier. Tu sais, j'ai vu tellement de beauté que pour moi, ça vaut plus que j'ai pas arrêté en montant en côte en courant parce que là, c'était important pour moi de faire le 400 mètres. C'est pas si important que ça. Puis tu vas voir que c'est encore bien moins important quand tu commences à monter à côte puis il y a un serpent à sonnette dans le milieu du chemin. T'es content de l'avoir vu. Exactement. Ça, c'est aussi l'esprit du trail aussi, je pense. Exactement. De plus prendre le temps de... Plus apprécier, d'être à l'écoute. Tu sais, moi, je cours pas en forêt avec de la musique. Mm-hmm. La musique est là autour de moi, tu sais. Fait que j'apprécie ça. Puis je trouve que ça me pousse plus loin, le trail. Ouais. Fait qu'on conseille le trail. On conseille la course à pied. On conseille l'activité physique en général. Tu sais, tu vas aller faire du vélo pout-pout sur le canal de la Chine à 15 km/h. Juste savoir que tu es assis sur ton vélo, moi, je considère que mon message va avoir passé. Je veux que les gens bougent. Je veux que les gens prennent le temps de respirer, de prendre le temps de vivre. Ils sont tout le temps de faire le taxi des enfants, préparer les repas ou pas les préparer, se commander de la scrap au restaurant. Ils sont tout le temps sur le gomme que j'appelle. Ils sont tout le temps dans un mouvement perpétuel, rapide, dans lequel ils font juste exister puis payer des factures. Quand ils prennent le temps de s'arrêter puis d'être vraiment conscients, ils se rendent compte qu'ils sont pas obligés d'avoir tout ça. C'est clair. Puis qu'il y a des shortcuts aussi. Il n'y a pas des shortcuts, mais je dirais des façons d'être plus efficaces. Effectivement. On vient créatif. Quand on prend le temps pour nous, après, on vient créatif. Comme on parlait justement d'importance, c'est sûr, c'est le fun d'avoir une voiture propre, mais c'est pas grave si
On le retarde de 2 jours, tu sais. Exactement. C'est pas la fin du monde, ça va rouler pareil. Non, exactement. Faut faire les changements d'huile pareil aux 5000 kg, mais on peut délayer ça. Mais tu vois-tu ton 5000 kg risque d'être bien plus loin si tu en fais 2000 à courir. Ouais. Tu sais, exemple, je prends mon vélo, j'ai 3 km le matin à faire, je peux aller courir au bureau, je peux le faire en marchant, au lieu de prendre ma voiture. On est à une époque où on parle de notre environnement qui se détruit puis qui se détruit à grande vitesse. Puis il y a des gens qui font 5 km avec le bagnole dans le trafic, bumper à bumper, pour aller au boulot, pour stationner ça dans un endroit où il faut qu'ils payent pareil, quand il aurait pu prendre ses 2 jambes, une partie en transport en commun, un vélo, un Bixi, appelle ça comme tu veux, ça a été 1, efficace, puis 2, bon pour sa santé, puis 3, moins polluant. Et économique. Parce que c'est sûr que si on part là-dessus, selon moi, l'achat local est est bien plus important que d'achat d'une voiture électrique. C'est un geste beaucoup plus important de rester proche de son travail, de justement, que de dire rester proche, acheter local. C'est pas normal qu'une laitue parte de Californie, là. On peut en faire pousser tant qu'on veut ici. On a de l'hydroélectricité, des serres, du chauffage. On pourra faire encore mieux au niveau des serres. C'est ça. Puis on peut faire, moi aussi, je pense comme ça. Fait que c'est sûr, ça rentre dans mon esprit de pensée. C'est maintenant le temps de ma question back in time. Si je te dis que j'ai une DeLorean qui voyage dans le passé, on peut retourner voir Jacques, en fait, on va dire Jacques tout court, à l'époque qu'il veut, pour lui donner le conseil que tu veux. Dans le fond, l'idée, c'est un conseil course, évidemment, un conseil santé, qu'on va dire. Donc, à quel âge qu'on retourne, puis qu'est-ce qu'on lui dit à Jacques? On retourne à l'époque où Jacques est parti faire le tabac en Ontario, puis qu'il a commencé à fumer. Okay. On lui dit, tu ne sais pas comment il était en train de t'endommager. Apprends à t'aimer. Fume pas, apprends à t'aimer. Question intervalle, c'est des questions courtes. On peut élaborer si on a le point, mais on essaie de répondre facile. On fait ça comme 4 secondes. Exactement. C'est un intervalle. Il y en a qui ont des intervalles plus longs que d'autres. Des fois, ça devient... En R3, en R4, en R5, OK, parfait. R2. J'aime bien l'endurance fondamentale, moi. OK. Ça peut être long comme réponse. Fait que, écoute, on prend le temps qu'on veut, mais on essaie de répondre. Fait qu'on court avec ou sans musique? Sans musique. Sans musique. Tu t'avais déjà répondu dans le bois, mais je me demandais sur route si tu cours avec musique. Un conseil course à donner à tout le monde? S'adapter. Accepter de recommencer au début. Si on doit prendre une pause ou on a pris une pause ou on a été blessé, s'adapter. Je repars. Je faisais des 25 km, je ne retourne pas à 25 km, je m'adapte. Je recommence tranquillement. Je recommence à la base, je réapprivoise la course et j'augmente tranquillement mon volume pour ne pas me reblesser. Ouais. Souvent, on va faire les correctifs à ce moment-là pour courir mieux. Okay. Bon conseil. Ton accessoire de course indispensable? Mes espadrilles. OK. Ouais. Je rappelle que tu es ambassadeur Garmin. Et ambassadeur New Balance. Ah, OK, bon, ben parfait. Mais mes espadrilles, en fait, je suis un fou d'espadrilles. Tu sais, j'adore les espadrilles. Puis c'est comique parce que je les trouve tous une fonction différente. J'ai des trails qui ont des grips différentes. J'ai des routes qui ont des grips différentes. Si je vais aller faire une courte, je vais mettre une chaussure qui va être différente que si je vais aller faire une longue sur route ou en trail. Puis dépendamment des conditions dans lesquelles je vais courir, je vais avoir une grip différente pour faire du trail, tu sais. La chaussure, pour moi, tu me mets tout nu dans le bois, donne-moi des bonnes chaussures, je vais rester debout. Okay. Ce qu'il faut savoir, puis qu'on n'a pas parlé avant, c'est que, puis ça va allonger un petit peu ta question, c'est qu'il y a 5 ans bientôt, on m'a découvert une maladie dégénérative du système nerveux, qui est semblable à la sclérose en plaques. Puis pour moi, ça a été comme un must de m'en aller plus vers le minimaliste, pour pouvoir sentir mes pieds. Parce que cette maladie-là fait que j'ai perdu mes sensations dans mes mains, puis dans mes pieds. Je te dirais à 80%. Okay. Fait que la calligraphie, pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne plus bien. Là, écrire mon nom en lettres carrées, là, j'aime mieux que ça soit quelqu'un d'autre qui remplisse le formulaire que moi-même. Puis au niveau des pieds, la sensation est là, mais pas énorme. Alors, si je mets une grosse chaussure épaisse, je perds toutes les sensations. Fait que j'ai besoin de chaussure qui est assez mince, puis qui me permet d'avoir ce petit bout de sensitif-là encore. Puis étrangement, plus je cours avec de la chaussure minimaliste, plus la réponse sensitive augmente.
Donc, pour moi, c'est un bienfait. Ça te guérit quasi. Ça me guérit pas, mais ça me permet d'augmenter ma sensation puis d'être plus présent dans chacun de mes pas. Pour tout le monde, courir, c'est mettre un pied dans l'autre, dans l'inconscient. Pour moi, courir, c'est mettre un pied dans l'autre, devant l'autre, toujours avec un esprit conscient. Parce que biomécaniquement, mon système, ma myéline est en train de se détruire. Donc, le choc électrique qui fait que ma jambe avance vers l'avant, ben, c'est quelque chose qui peut pas se rendre à un moment donné. De temps en temps, j'ai une jambe qui oublie d'avancer. Fait que quand tu es en train de courir, tu as une jambe qui oublie d'avancer, d'habitude, ça vient qu'une débarque. On s'adapte. OK. Fait que c'est ça. Puis, c'est dégénératif. C'est dégénératif. Puis ça a une certaine vitesse. Comme la sclérose en plaques, tu le sais pas, à un moment donné, tu peux avoir une poussée. Avoir de la misère, une tasse de café, marcher tout croche, les pieds par en dedans, puis rester avec une moins bonne électricité que tu en avais une avant. Fait que ça peut faire ça. Et ça peut aussi sans se régénérer, au niveau sensitif, ça peut revenir un peu après une attaque. La dernière que j'ai eue, elle remonte à septembre 2016. J'étais à ce moment-là l'animateur de la Chute du Diable, ce week-end-là. Fait que le vendredi soir, ben, je suis arrivé là avec une poussée, comme quelqu'un qui fait de la sclérose en plaques. Puis, ça s'est replacé dans les 3-4 jours qui ont suivi, tranquillement. Puis, j'ai pas eu d'autres depuis ce temps-là. Mais j'ai tout le temps ces mains-là c'est ça. Je vois ma neurologue jeudi. Puis le running gag, c'est que je me suis acheté 2 trappes à fourmis pour mettre dans mes bas cette semaine, parce qu'à toutes les fois que je la vois, elle dit, est-ce que tu sens encore des fourmis dans tes pieds? Fait que là, moi dit oui, mais j'ai quelque chose pour régler mon problème. C'est pas des trappes à souris. Non, c'est ça. T'es sans plus, là, je pense que t'as eu une poussée. Mais je vais mettre des trappes à fourmis. Fait qu'elle va dire, J'imagine, écoute, on rit, qu'est-ce qui est malaisant dans le riz, comme on dit. Exactement, mais tu sais, Je te souhaite bonne chance avec ça, et j'espère que ça t'empêchera pas de courir. Je prends soin de moi. L'alimentation a permis beaucoup de changements, en fait, beaucoup de bien, puis je vais continuer à améliorer mon alimentation, justement, pour avoir encore les effets positifs de tout ça. On va vivre avec, on va traverser le pont pour que ça soit rendu. Exactement. Une ressource, un livre, une application, un outil, un site web. Un site web. Quelque chose que tu aimes, ça peut être à l'extérieur de la course, stretching, yoga, juste vie, chose que tu veux partager. Il y a plein d'affaires que j'aimerais partager. Je vais y aller réponse course à pied. Je vais dire le site de la clinique du coureur. OK. Pour moi, c'est une référence pour beaucoup de gens. Si les gens étaient un peu plus à l'écoute, là, puis qui allaient consulter ce site-là, à mon avis, les gens en apprendraient beaucoup sur comment bien courir, comment bien faire les choses, comment bien s'adapter en course à pied. Si on va en dehors de ça, je n'ai plein de ressources, tu sais, mais... Une que tu conseilles, dans le fond, que tu utilises, que tu trouves pratique. Courseapied.ca. Moi, mon deuxième. Je connais pas. Ouais. Je vais aller voir ça, définitivement. Ton prochain défi? Mon prochain défi. Moi, j'en ai plusieurs. Écoute, si tu veux la liste... mettons le prochain qui te motive. Le prochain qui me motive. En fait, on va être honnête, chacun me motive. Tu sais, juste pour moi, d'aller courir 2 heures en forêt, ça me motive. Ça serait menteur de dire ça me prend un dossard sur le dos pour être motivé. C'est faux. Il y a des fois où je vais courir, je vais être ton pacer, je vais t'accompagner, puis je vais être aussi motivé que si j'étais en train de compétitionner pour moi-même ou en train de m'entraîner. J'ai pas ça dans moi, cet esprit là, de compétition. Là. Tu sais, si tu mets dans une équipe de hockey, tu vas voir que j'en ai une. Mais en course à pied, je suis dans une autre phase de ma vie, je suis dans d'autres choses. Puis à titre de conférencier, mettons, on a-tu un objectif de motiver un nombre de personnes X? En fait, dans le défi entreprise, mon objectif, c'est qu'on mette 100 000 personnes sur la route. OK. Ça, c'est mon objectif. On est à combien aujourd'hui?
on est autour de 20-22 000 globalement dans tout l'ensemble du défi entreprise. Comme conférencier, en donner entre 50 et 100 par année, toucher les corporations, toucher les gens autres que les corporations. Tu sais, quand tu vas donner une conférence d'une corporation, la corporation t'engage, puis elle assied du monde dans la salle. Ça veut pas dire qu'ils sont tout intéressés. Oui, il y en a qui n'ont pas le goût d'être là. Hein. Moi, j'aime ça reprendre un petit peu de cet argent-là qu'on me donne là, réserver une salle, faire venir du monde qui ont le goût d'être là. Pour pouvoir atteindre ces gens-là. Fait que, être capable de faire ça le plus souvent possible. OK. C'est ça ton défi, de redonner. Exactement. Prendre l'argent du gain corporatif pour redonner. En partie. Parce qu'il faut que je regarde quand même pour... J'ai parlé justement avec un formateur que je suivais une formation avec lui, puis c'est ça qu'il nous parlait des fois, comme l'armée de langage pour donner des formations. Mais il dit, quand je vais donner des formations à l'armée, c'est pas comme nous autres, ils n'ont pas payé 500$ pour être assis dans la salle. Non. Il y en a la moitié qui n'ont pas le goût d'être là, fait que ça fait juste dégénérer. Des fois, ils t'écoutent à peu près pas, là, tu sais. Ou ils niaisent, ou ils... Exact. Fait qu'il dit, ça dégénère assez vite, tu sais. Il dit, ici, tout le monde est content d'être ici, vous avez payé, vous passez la journée, mais il dit, quand on arrive surtout, j'imagine que c'est le domaine public, là. Exactement. Qui n'ont pas le goût d'être là, ils se sont inscrits parce qu'il faut qu'ils fassent 3 formations par année, ils ont pris celle-là, puis ils n'ont juste pas le goût. Mais c'est ça. Ça, c'est le genre de trucs que je veux faire, puis essayer d'aider le plus de gens possible à avoir confiance en eux, à reprendre un mode actif, puis souvent, quand ils se découvrent à travers le mode actif, ils redécouvrent un paquet de qualités qu'ils ont en eux, qui sont éteintes depuis plusieurs années, mais qui peuvent réutiliser dans d'autres facettes de leur vie. C'est ça qui fait partie de mon travail. C'est pour ça que je ne suis pas un coach ordinaire. On va m'appeler un coach extraordinaire. Oui, bien sûr. Dans le sens où je veux que les gens allument sur ce qu'ils sont, en plus d'allumer comme personne active, mais qui soient actives, mais qui activent en dedans d'eux autres aussi toutes les qualités qu'ils ont. On est tous venus au monde avec des dons et des talents, puis pour la plupart, ils ne sont pas exploités. Quand tu les allumes comme il faut, là, puis qu'ils redécouvrent ce qu'ils ont, puis qu'ils possèdent, puis qu'ils commencent à l'appliquer dans toutes les autres facettes de leur vie, c'est comme qu'ils sont capables, hein, parce que quand on atteint des petits objectifs, là on dit on est capable, là on dit je suis capable de l'appliquer aussi dans ma vie personnelle. Prends la confiance en soi. Quand tu n'as pas confiance en toi, qu'est-ce qui est devant toi comme employeur souvent? C'est un dominateur ou un manipulateur. Quand tu as confiance en toi, cette personne-là, tu l'extrais de ta vie. Ouais. C'est pas compliqué. Ça arrive comme ça. Ça se fait automatiquement. Exactement. Même lui, t'aimeras pas. Exactement. Tu comprends? Parce que là, ça déphase, là. Mais tout ça change la vie des gens. Mais pas juste parce que tu es plus actif. Oui, tu es plus actif, mais tout le reste de ta vie, toutes tes autres activités de vie, toutes tes autres facettes de vie changent. C'est ça que je veux faire comme leg. C'est ça le défi. Ouais. Cool. Si les gens veulent te rejoindre, veulent en connaître plus sur toi, te rejoindre. En fait, on est en train de refaçonner le site de jacqueaubin.com. La meilleure façon de me rejoindre, c'est par Facebook, mon téléphone, par courriel. Je suis hyper facile à rejoindre. Site web jacqueaubin.com, sinon on va sur Facebook, on cherche Jacques Aubin. Après ça, on a Jacques Aubin, conférencier motivateur sur une page Facebook. On a Jacques Aubin perso. On peut me rejoindre là directement. Je suis un gars accessible. Parfait. Donc, je vais mettre les liens pour te rejoindre dans les notes de l'épisode. Excuse-moi, j'en perds mes mots. Bien, parfait. Fait que c'est déjà tout. Je te remercie pour ton temps. C'est juste pour ça que tu m'as fait venir de l'autre bout du monde. Ouais. C'est en plein ça. Écoute, on peut continuer à parler. C'est bien correct. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Puis, l'invitation est lancée n'importe quand tu revenais. Merci beaucoup. Jean. Salut. Dans le but de garder les épisodes du podcast Coureur.io le plus intemporel possible, j'évite de mettre des dates, des prix ou des événements sporadiques qui auraient pu se passer durant la semaine. À ce compte, nous avons une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous suivre et avoir de l'information supplémentaire. Je vous invite à nous joindre au facebook.com/coureur.io. C'est déjà tout pour cette entrevue avec mon ami Jacques Aubin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez avoir les notes de l'épisode, je vous invite à vous rendre au coureur.io/001.
005 en chiffres. Je vais mettre tous les liens vers son Facebook, vers son site jacobin.com, vers l'Ultra Trail du bout du monde, etc., ainsi que quelques commentaires. Je vous invite encore une fois à m'envoyer un SMS au 514-612-3039, soit pour parler avec moi, soit pour avoir les notes de l'épisode en textant le 005 sur le SMS. Ça va vous en renvoyer un lien pour aller accéder aux notes de l'épisode. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et bonne course!